En ce moment, un des 3 pages qu'ils avaient s'approcha de la porte de la chambre et leur dit du dehors. Un gentilhomme est à la porte de la rue avec 2 valets qui dit s'appeler Lorenzo Bentiboli et demande Monseigneur Don Juan de Gamboa. À ce message, Cornelia ferma ses 2 poings, se les mit sur la bouche et laissant échapper entre ses doigts une voix suffoquée et tremblante. « C'est mon frère, Seigneur, s'écria-t-elle. C'est mon frère. Sans doute il doit savoir que je suis ici et vient pour m'ôter la vie. Au secours, Seigneur, défendez-moi. » « Calmez-vous, madame, lui dit don Antonio. Vous êtes en lieu sûr et au pouvoir de gens qui ne vous laisseront pas faire le moindre outrage. Descendez, Seigneur Don Juan. Allez voir ce que veut ce gentilhomme. Je resterai ici pour défendre Cornelia s'il en est besoin. Don Juan, sans changer de visage, descendit aussitôt. Don Antonio fit apporter 2 pistolets chargés, puis donna l'ordre aux pages de prendre leurs épées et de se tenir prêts. La gouvernante, en voyant les préparatifs, tremblait de tous ses membres. Et Cornelia, qui craignait quelque méchante affaire, n'était pas moins effrayée. Seuls Don Antonio et Don Juan conservaient leur sang-froid et s'occupaient avec calme de ce qu'ils avaient à faire. Don Juan trouva Don Lorenzo à la porte de la rue, et dès que celui-ci l'eut aperçu, il lui dit « Je supplie votre seigneurie, c'est la formule italienne, de vouloir bien entrer avec moi dans cette église qui est en face. J'ai à traiter avec votre seigneurie d'une affaire où il s'agit pour moi de la vie et de l'honneur. » « Très volontiers, répondit Don Juan. Allons, Seigneur, où il vous plaira. Cela dit, et bras dessus, bras dessous, ils allèrent à l'église et s'assirent sur un banc à l'écart, de manière à n'être pas entendus. Lorenzo parla le premier. « Seigneur espagnol, dit-il, je suis Lorenzo Bentiboli, sinon des plus riches, au moins des plus nobles gentilshommes de cette ville. La notoriété de ce fait servira d'excuse à la louange que je me donne moi-même. Je restais orphelin il y a quelques années, et en mon pouvoir resta une sœur si belle que, si elle ne me touchait pas d'aussi près, les expressions et les hyperboles me manqueraient pour vous en faire l'éloge, car aucune ne saurait répondre dignement à sa beauté. De ce que l'honneur m'est cher, de ce qu'elle est jeune et belle, je mettais tous mes soins, toute ma sollicitude à la garder. Mais l'humeur légère et hardie de ma sœur Cornelia, c'est ainsi qu'elle s'appelle, a trompé mes précautions et mes mesures. Finalement, pour abréger, et ne vous point fatiguer, car cette histoire pourrait être longue, je me borne à dire que le duc de Ferrare, Alphonse d'Este, vainquit avec des yeux de lynx ceux d'Argus, et qu'il triompha de mon adresse en triomphant de la vertu de ma sœur. Hier soir, il me l'enleva en l'emmenant de la maison d'une de nos parentes. On dit même qu'elle était récemment accouchée. Je le sus hier soir, et je sortis sur le champ à sa poursuite. Je crois même que je le rencontrai et l'attaquai l'épée à la main. Mais il fut secouru par quelque ange qui ne permit pas que je lavasse dans son sang la tache dans mon outrage. Ma parente m'a dit, et c'est d'elle que je le sais tout, que le duc a séduit ma sœur en lui donnant parole de la prendre pour épouse. Je ne crois point cela, parce que le mariage serait trop inégal quant aux biens de la fortune. Quant à ceux de la nature, le monde connaît la qualité des Bentiboli de Bologne. Ce que je crois, c'est que le duc s'y est pris comme s'y prennent tous les puissants qui veulent triompher d'une jeune fille timide et vertueuse. Il aura fait briller à ses yeux le doux nom d'époux, en lui faisant croire que certaines considérations l'empêchaient de se marier sur le champ. Mensonge facile à prendre pour la vérité, mais trompeur et coupable. Quoi qu'il en soit, je me vois sans sœur et sans honneur, bien que j'ai tenu jusqu'à présent toute cette aventure
sous la clé du silence, et que je n'ai voulu confier à personne l'outrage que j'ai reçu, avant de voir si je puis le réparer en quelque façon. Dans ces affaires de déshonneur, il vaut mieux laisser le monde présumer et soupçonner que l'instruire complètement. Entre le oui et le non du doute, chacun peut incliner du côté qui lui plaît, et les deux opinions ont leurs défenseurs. Finalement, j'ai résolu d'aller à Ferrare pour demander au duc lui-même satisfaction de mon offense, et s'il me la refuse, pour lui porter un défi. Ce ne sera point avec des escadrons armés, puisque je ne puis ni les réunir ni les solder, mais ce sera d'homme à homme. Pour cela, je voudrais votre assistance. Je voudrais que vous m'accompagnassiez dans ce voyage, et j'ai la confiance que vous ne me refuserez pas, étant espagnol et gentilhomme, comme je m'en suis informé. D'ailleurs, je ne veux confier mon dessein à aucun parent, à aucun ami, dont je n'attends que des conseils timides faits pour m'en dissuader, tandis que de vous, j'attends des avis sensés et honorables que nul péril ne saurait influencer. Il faut, Seigneur, que vous me fassiez la grâce de venir avec moi. Menant un Espagnol à mes côtés, et tel que vous me paraissez être, je compterai mener pour ma défense les armées de Xerxès. Je vous demande beaucoup, mais le devoir de répondre à ce que la renommée publie de votre nation exige encore davantage. Assez, Seigneur Lorenzo, s'écria don Juan, qui l'avait jusqu'alors écouté sans l'interrompre. N'allez pas plus loin. Désormais, je me constitue votre défenseur et votre conseiller, et je prends à ma charge la satisfaction et la vengeance de votre affront. Ce n'est pas seulement parce que je suis espagnol, mais parce que je suis gentilhomme, et que vous l'êtes aussi, noble comme vous l'avez dit, comme je le sais et comme le sait tout le monde. Voyez, quand voulez-vous que nous partions? Le mieux est que ce soit sans retard, car il faut battre le fer tandis qu'il est chaud. D'ailleurs, le feu de la colère allume le courage et l'injure éveille la vengeance. À ces mots, Lorenzo se leva et serra étroitement don Juan dans ses bras. Pour un cœur aussi généreux que le vôtre, Seigneur don Juan, lui dit-il, il n'est pas nécessaire de l'exciter en faisant valoir d'autres intérêts que celui de l'honneur à gagner en pareil cas. Cet honneur, je vous l'assure dès maintenant, si nous sortons heureusement de cette affaire, et je vous offre de plus tout ce que j'ai, tout ce que je puis, tout ce que je vaux. Notre départ aura lieu demain. Aujourd'hui, je préparerai tout ce qui est nécessaire. J'en suis d'accord, répondit don Juan. Mais permettez-moi, Seigneur Lorenzo, de confier cette aventure à un gentilhomme, mon camarade, dont vous devez vous promettre plus de valeur et de discrétion que de moi-même. Seigneur don Juan, répliqua Lorenzo, puisque vous avez pris, comme vous le dites, mon honneur à votre charge, disposez-en comme il vous plaira. Parlez-en à qui et de la façon qu'il vous plaira. D'ailleurs, qui pourrait être votre camarade, à moins d'être noble et bon. Sur cela, ils s'embrassèrent et prirent congé l'un de l'autre, après être tombés d'accord que le lendemain matin, Lorenzo enverrait appeler don Juan pour monter à cheval hors de la ville et suivre leur chemin sous un déguisement. Don Juan revint aussitôt chez lui. Il rendit compte à don Antonio et à Cornelia ce qui venait de lui arriver avec Lorenzo et de l'engagement qu'il avait pris. « Sainte Marie !» s'écria Cornelia. « Votre courtoisie est grande, Seigneur, ainsi que votre confiance. Comment vous vous êtes si vite et si témérairement engagé dans une entreprise remplie d'obstacles? Mais que savez-vous, Seigneur, si mon frère vous mène à Ferrare ou à quelque autre endroit? Au reste, en quelque part qu'il vous mène, vous pouvez compter que la loyauté en personne vous accompagne. Pour moi, malheureuse, j'ai peur du nombre et je m'effraie d'un atome de lumière.
Et comment voulez-vous que je ne tremble pas quand la réponse du duc doit prononcer sur ma vie ou sur ma mort? Sais-je même s'il répondra assez modérément pour que la colère de mon frère se contienne dans les limites de sa discrétion? Si elle s'en échappe, croyez-vous qu'il est un faible adversaire? Ne dois-je pas, les jours que vous tarderez à revenir, rester dans l'inquiétude et dans l'effroi, en attendant les douces ou amères nouvelles du résultat de l'entreprise? Est-ce que j'aime assez peu le duc ou mon frère pour n'avoir pas à craindre le malheur de l'un comme de l'autre et pour ne pas le sentir au fond de l'âme? Votre imagination va loin, Madame Cornelia, dit don Juan, et vos appréhensions sont excessives. Parmi tant de frayeurs, laissez quelque place à l'espérance, et fiez-vous à Dieu, à mon adresse, à mon bon désir du soin de voir s'accomplir le vôtre avec bonheur. Le voyage de Ferrare ne peut s'éviter, et je ne puis me dispenser davantage de seconder votre frère. Jusqu'à présent, nous ne savons pas l'intention du duc, ni même s'il connaît votre fuite. Tout cela, nous devons l'apprendre de sa bouche, et personne mieux que moi ne peut le lui demander. Comptez, madame, que le salut et la satisfaction de votre frère et du duc, je les porte, comme on dit, dans les prunelles de mes yeux. Ah, Seigneur don Juan, répondit Cornelia, si le ciel vous donne autant de pouvoir pour remédier aux maux que de grâce pour en consoler, je dois, au milieu de mes peines, me tenir pour bien fortuné. Je voudrais déjà vous voir aller et revenir, quelques dures émotions que me donnent en votre absence l'espérance et la crainte. Don Antonio approuva la résolution de don Juan et loua la noble manière dont il avait répondu à la confiance de Lorenzo Bentiboli. Il ajouta même qu'il voulait les accompagner dans le cas où sa présence deviendrait utile. Pour cela, non, répondit don Juan, tant parce qu'il serait mal de laisser madame Cornelia, qu'afin que le seigneur Lorenzo n'aille pas penser que je veux me prévaloir du bras d'autrui. Le mien et le vôtre même, répliqua don Antonio. Aussi dussé-je garder l'incognito et vous suivre de loin encore, vous suivrai-je. Je sais que madame Cornelia n'en sera point fâchée. D'ailleurs, elle ne reste pas tellement seule qu'elle n'ait personne pour la servir, la garder et lui faire compagnie. Oh oui, reprit Cornelia. Ce sera pour moi, Seigneur, une grande satisfaction de savoir que vous partez ensemble, ou du moins de façon que vous puissiez vous prêter mutuellement assistance, si le cas l'exigeait. Et puisque l'entreprise me semble à moi périlleuse, faites-moi la grâce, Seigneur, de porter ces reliques avec vous. En disant cela, elle tira de son sein une croix de diamant d'inestimable valeur et un anus d'or aussi riche que la croix. Les deux amis examinèrent ces précieux bijoux et les estimèrent plus haut encore qu'ils n'avaient estimé la bourdaloue du chapeau. Mais ils lui les rendirent et ne voulurent les accepter en aucune façon, disant qu'ils portaient des reliques sur eux, sinon aussi richement ornées, au moins d'une égale efficacité. Cornelia regretta vivement de ne pouvoir leur faire accepter les siennes, mais enfin elle dut se rendre à leur volonté. La gouvernante avait grand soin de Cornelia, et sachant le départ de ses maîtres qui le lui apprirent, mais non où ils allaient ni ce qu'ils allaient faire, elle se chargea de veiller si bien sur la dame, dont elle ne savait pas même le nom, qu'on ne s'apercevrait point de l'absence de leur grâce. Le lendemain, de grand matin, Lorenzo était à la porte. Don Juan s'était mis en habit de voyage, avec le précieux chapeau qui devait être orné de plumes noires et jaunes, et dont il avait caché la bourdaloue sous une ganse noire. Il alla prendre congé de Cornelia, qui, sachant son frère si près d'elle, était saisie d'une telle frayeur qu'elle ne put venir à bout d'adresser une seule parole aux deux amis qui lui disaient adieu. Don Juan sortit le premier et se rendit avec Lorenzo hors de la ville,
où dans un jardin écarté, ils trouvèrent 2 bons chevaux avec 2 valets qui les tenaient en main. Ils montèrent dessus, les valets prirent les devants, et par des sentiers peu battus, ils cheminèrent du côté de Ferrare. Don Antonio les suivait sur un bidet à lui, ayant changé de vêtements et dissimulant de son mieux. Mais il s'aperçut que Lorenzo le regardait avec défiance. Et il résolut dès lors de suivre le grand chemin de Ferrare, bien sûr qu'il les retrouverait dans cette ville. À peine les voyageurs ont-ils quitté Bologne que Cornelia raconta à la gouvernante toutes ses aventures. Elle lui avoua que cet enfant était à elle et au duc de Ferrare. Elle lui confia tous les détails de cette histoire qu'on a jusqu'à présent rapportée. Elle ne lui cacha pas davantage que le voyage de ses maîtres était à Ferrare, en compagnie de son frère, qui allait porter un défi au duc Alphonse. Quand la gouvernante eut entendu tout cela, comme si le démon lui en eût donné l'ordre pour embrouiller les choses et reculer la délivrance de Cornelia, elle lui dit: « Comment, dame de mon âme, toutes ces choses vous sont arrivées, et vous êtes là sans souci, couché sur le dos? Ou vous n'avez point d'âme, ou vous l'avez comme un chiffon. Comment pensez-vous par hasard que votre frère va à Ferrare? N'en croyez rien, mais croyez, soyez sûr qu'il a voulu emmener mes maîtres d'ici et les éloigner de la maison pour y revenir ensuite et vous ôter la vie. Il le peut faire, ma foi, comme boire un verre d'eau. Voyez un peu sous quelle garde nous restons et qui nous avons pour nous défendre. 3 pages qui ont plus à faire de se gratter la gale dont ils sont pleins que de se mêler des choses qui ne les regardent pas. Pour moi, du moins, si je puis dire, que je n'aurai pas le courage d'attendre le ravages qui menace cette maison. Le seigneur Lorenzo, italien qui se confie à des Espagnols, qui leur demandait des faveurs, allons donc on me crève l'œil si j'en crois rien. Ce disant, elle se faisait à elle-même la figue en passant son pouce entre ses doigts. Mais si vous vouliez, ma fille, prendre mon conseil, je vous en donnerais un tel qui vous tirerait d'affaire. Cornelia était restée frappée de stupeur et d'effroi, en écoutant les propos de la gouvernante qui parlait avec tant de feu et montrait une telle frayeur que la pauvre dame crut que tout ce qu'elle disait était la vérité pure. Elle s'imagina que Don Juan et Don Antonio étaient morts peut-être, que son frère passait déjà à la porte et qu'il l'a percé à coups de poignard. Elle répondit donc: « Et quel conseil me donneriez-vous, mon ami, qui fût salutaire, qui prévint cette prochaine catastrophe? » « Je vous le donnerai si bel et si bon, reprit la gouvernante, qu'on ne saurait le rendre meilleur. Moi, madame, j'ai servi anciennement le curé d'un village qui est à 2000 de Ferrare. C'est une bonne et sainte personne qui fera pour moi tout ce que je lui demanderai, car il m'a plus d'obligations que celle de l'avoir servi. Allons-nous-en là. Je vais chercher quelqu'un pour nous y conduire. Et quant à celle qui vient faire téter l'enfant, c'est une pauvre femme qui nous suivra au bout du monde. Enfin, madame, en supposant que vous deviez être retrouvée, il vaut mieux qu'on vous rencontre chez un bon curé de village, vieux et honnête, qu'au pouvoir de 2 jeunes étudiants espagnols, lesquels, comme j'en suis chaque jour témoin, ne laissent point échapper l'occasion. Maintenant que vous êtes malade, ils vous portent respect. Mais si vous reprenez la santé étant dans leurs mains, Dieu fera bien de vous être en aide. Car en vérité, si ma froideur et mes rebuffades ne m'eussent bien gardé, ils auraient déjà mis mon honneur à l'envers. Tout ce qui reluit en eux n'est pas or. Ils disent blanc et font noir. Mais heureusement qu'ils ont affaire à moi, je suis fine, et je sais bien où le soulier me blesse. Mais surtout, je suis bien né, car j'appartiens à la famille des Cribel et de Milan, et je porte la question de l'honneur à 10 000 pieds au-dessus des nuages. Par là, vous pouvez voir, madame, quel malheur j'ai essuyé, puisqu'étant qui je suis, me voilà réduite à être gouvernante d'Espagnol. Toutefois, je n'ai pas à me plaindre de mes maîtres, car ce sont 2 petits anges, quand ils ne sont pas en colère. Enfin, elle lui en dit tant et de tant de façons que la pauvre Cornelia se disposa à suivre son avis.
En moins de 4 heures, l'une se laissant faire et l'autre disposant tout, elles se virent toutes deux dans un carrosse avec la nourrice de l'enfant. Puis, sans être aperçues des pages, elles se mirent en chemin pour le village du curé. Tout cela se fit à la persuasion de la gouvernante et avec son argent. Car ses maîtres, lui ayant payé une année de gage, il ne fut pas nécessaire d'engager un joyau que lui donnait Cornelia. Comme elles avaient ouï dire à don Juan que Lorenzo et lui ne se rendraient point à Ferrare par le droit chemin, mais par des sentiers détournés, elles voulurent prendre la grande route et marcher doucement pour ne point les rencontrer. Le maître du carrosse fit à leur volonté, puisqu'elles le payaient suivant la sienne. Laissons-les aller, puisqu'elles vont aussi bravement que bien dirigées, et sachons ce qui arriva au seigneur Lorenzo Bentibolli et à don Juan de Gamboa.